Avec comme catalyseur les crises et dérives économico-financières, la gouvernance d'entreprise et le contrôle interne sont devenus aujourd'hui des sujets incontournables de notre société. De nombreux textes et réglementations ont vu le jour et conduit à la mise en place de nouveaux contrôles formels ayant pour ambition d'assainir un certain nombre de pratiques. Cependant, malgré la mise en place de nouvelles règles, le renforcement des instances de contrôle ou la création de nouvelles fonctions, de nouveaux événements continuent régulièrement à ébranler l'économie mondiale, remettant en cause l'efficacité des mesures de contrôle. Alors, ces derniers sont certes nécessaires, aucune société ne peut sans doute prétendre asseoir sa pérennité sans un investissement suffisant dans les mécanismes de contrôle interne. Mais leur caractère indispensable, obligatoire, voire sanctionnable, n'en fait manifestement pas des garde-fous réellement efficaces. Les gouvernements ont imposé des réglementations destinées à améliorer la transparence et la culture éthique des organisations. Cependant, la plupart de ces réglementations visaient à améliorer les contrôles formels, ce que l'on appelle les hard controls, plutôt que les soft controls. Et c'est peut-être bien là que se situe le cœur du problème. Nous pouvons même nous demander parfois dans quelle mesure cette succession, cette inflation de formalisme ne viendrait pas à l'encontre de son objectif initial, en favorisant finalement le rejet d'un excès de procédure. Tout d'abord qu'il n'existe pas de définition stricte de ces deux termes, pas plus qu'il n'existe de ligne de démarcation claire entre les hard et les soft controls. Nous considérons cependant de façon générale que les hard controls auront tendance à être formels, objectifs et quantifiables, ou quantitativement mesurables, alors que les soft controls sont plutôt informels, subjectifs et intangibles. Les soft controls concernent par exemple l'intégrité, le climat éthique, l'autonomie, les compétences, l'ouverture ou encore les valeurs partagées, alors que les hard controls comprennent la structure organisationnelle, l'attribution de l'autorité et de la responsabilité. Afin de rendre ces concepts plus concrets, nous pourrions dire de façon plus imagée que les hard controls représentent une carte ou un plan qui vous indique à quel endroit, en théorie, vous devriez être. Les soft controls, eux, correspondent davantage à la vraie vie, à l'endroit où vous vous trouvez, ici et maintenant, à ce que les personnes vivent vraiment de l'intérieur, ce qu'elles ressentent, leurs perceptions, leurs convictions profondes, celles qui vont les pousser à agir d'une certaine façon. Par exemple, une organisation peut avoir un excellent code d'éthique, des valeurs énoncées ainsi que diverses politiques connexes. Cependant, si un manager ou des collègues viennent à affirmer « Non, mais ça c'est la théorie, en fait dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça fonctionne », le collaborateur intériorisera alors les valeurs du monde réel, celui qu'il vit à ce moment-là dans son entreprise, et se comportera en conséquence, sans tenir compte des documents existants. Ce que les collègues de cet employé communiquent lorsqu'ils se comportent ainsi, c'est ce que l'on appelle la culture d'entreprise. Au-delà des documents et des procédures existants, c'est la façon dont ils font vraiment les choses, ici, dans cette entreprise. Comme cela a pu être illustré à de nombreuses reprises, même en cas de faiblesse évidente des hard controls, la cause profonde, sous-jacente des défaillances de contrôle interne provient généralement d'une faiblesse des soft controls. En effet, si ces contrôles formels sont nécessaires et participent à la prévention des dérives, ils sont cependant indissociables de l'environnement de contrôle interne et plus généralement de ce que l'on nomme les soft controls. Les contrôles explicites visent à guider le comportement des employés au travers de politiques et procédures définies, tandis que les contrôles informels tendent à influencer le comportement des collaborateurs et à garantir le respect des procédures. Contrairement aux systèmes de contrôle formels qui tendent à superviser les comportements via des mesures explicites, le contrôle informel, lui, permet une meilleure maîtrise des attitudes via des valeurs, des standards moraux
et des traditions non écrites. Ils permettent de coordonner le comportement des employés via des modalités d'influence interpersonnelle, sociale ou culturelle, et de renforcer ainsi les normes de travail des groupes, fondées sur des croyances partagées entre pairs et acquises à travers la socialisation. Par conséquent, les soft controls peuvent être considérés comme le fondement de l'efficacité des hard controls. Ils affectent directement le comportement des organisations en stimulant le turn at the top et en influençant les attitudes et les comportements des collaborateurs au travail. Et c'est notamment lorsque les soft controls ne sont pas alignés avec les hard controls que se produisent les défaillances. Prenons l'exemple d'Enron, qui fut l'objet du premier scandale financier majeur du XXIe siècle. L'entreprise bénéficiait de programmes et d'activités liées à l'éthique, qui étaient extrêmement bien conçus et bien mis en œuvre. Ceux qui ont étudié Enron en détail disaient alors que c'était un modèle de gouvernance d'entreprise d'un point de vue formel et rigoureux. Cependant, les objectifs, les programmes et les activités ont été défaillants, car la culture d'entreprise était à bien des égards diamétralement opposée aux valeurs énoncées par l'organisation. Et nous en connaissons tous aujourd'hui les conséquences. La bonne nouvelle cependant, c'est que cette culture d'entreprise, marquée par des antécédents sociaux et culturels des leaders historiques, ou actuels d'ailleurs, peut cependant être changée progressivement. Alors, si cette question de l'efficacité de ces deux types de contrôle, notamment l'un par rapport à l'autre, est intéressante, la réponse, comme bien souvent, n'est pas tout à fait binaire. Alors, il semble cependant, d'après nos recherches, que le pouvoir véritablement différenciant des systèmes de contrôles informels par rapport aux contrôles formels réside tout particulièrement dans le contrôle des attitudes et des comportements lors de situations ambiguës et inattendues. Si le contrôle des comportements au travers de règles écrites peut s'avérer efficace pour lutter contre des événements spécifiques ou prévisibles, nous ne pouvons en revanche, au-delà même des coûts que cela engendrerait, mettre en place des règles qui couvriraient toutes les situations possibles et imaginables, que nous n'imaginons généralement pas d'ailleurs. L'information diffusée par le système formel et ses contrôles s'avère donc par nature limitée. Dans le monde volatile, incertain, complexe et ambigu dans lequel nous vivons actuellement, découle alors toute l'importance de la mise en place d'un système implicite, informel, permettant de gérer le comportement et les attitudes des collaborateurs dans des circonstances qui s'avèrent toujours plus complexes, inattendues et difficilement contrôlables. Alors, entre l'obsession d'un contrôle formel qui conduit systématiquement à toujours plus de réglementation, mais rassure les marchés financiers et les managers, et de l'autre, la quête d'un système de contrôle qui permettrait enfin de maîtriser les comportements des salariés, que faut-il privilégier ? Bien que les contrôles formels et informels coexistent la plupart du temps aujourd'hui dans les systèmes de gouvernance d'entreprise, la compréhension de la nature de l'interaction entre ces deux modes de contrôle reste encore sujette à débat entre chercheurs. Nul doute que l'existence de bonnes procédures ne s'est construite par hasard. Et nul doute non plus que le socle donné par le contrôle informel influe grandement sur l'efficacité des contrôles formels. Ce dernier point a d'ailleurs largement été démontré. Plusieurs auteurs s'accordent à dire qu'en définitive, les deux aspects sont indissociables et forment un tout en matière de maîtrise des risques. Ils affirment cependant également que le contrôle informel représente un rouage indispensable sans lequel l'ensemble du contrôle interne se grippe, laissant ainsi la porte ouverte aux défaillances et aux fraudes. S'il est difficile d'affirmer que l'utilisation unique des soft controls pourrait se substituer à l'utilisation des hard controls, il est en revanche certain que c'est bien le non-alignement des deux systèmes qui conduit régulièrement aux diverses défaillances observées. Nos recherches sur le sujet de la substitution, donc de la complémentarité de ces deux systèmes, semblent démontrer qu'en définitive, la meilleure combinaison entre mécanismes de contrôle formels et mécanismes informels
dépend avant tout de différents paramètres contextuels, conjoncturels, ainsi que des objectifs stratégiques de l'organisation et de son changement éventuel de business model. Selon ces différents paramètres, il deviendra alors plus judicieux de combiner ou de substituer, éventuellement de façon temporaire, les deux modes de contrôle, sachant que les effets de substitution s'observent dans les deux sens. Dans le premier cas, il semble que ce soit les facteurs de flexibilité et d'autonomie, de besoin d'apprentissage, d'un contexte de dépendance locale ou la prééminence d'un contrôle axé sur les résultats qui incitent à passer vers davantage de contrôle informel. Dans le second cas, la réglementation, la crainte d'une perte de légitimité des dirigeants, la priorité donnée à l'efficacité ou encore la prééminence d'un contrôle axé sur les processus pousseront à davantage de contrôle formel. Dans ce cas aussi, la complémentarité ou la substitution entre contrôle formel et contrôle informel sera le reflet d'une multiplicité de facteurs, dont éventuellement celui de croyances culturelles et historiques, en la prédominance d'un système de pensée unique. Cependant, le respect d'une certaine conformité, les pressions exercées par la globalisation et la réglementation, la priorité donnée à l'efficience, tout comme la recherche d'une certaine stabilité organisationnelle ou d'une performance globale à long terme, impliqueront le plus souvent un savant dosage entre ces deux modes de contrôle interne. Ainsi, dirigeants et managers, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe pas de situation d'équilibre parfaite, valable dans toutes les circonstances, pour tout type d'organisation et tout type de situation entre les soft controls et les hard controls. Il s'agira de trouver l'équilibre nécessaire à votre organisation, selon votre contexte, selon vos enjeux, votre stratégie, en tenant compte de la culture actuelle de votre entreprise et éventuellement de la nécessité de la faire évoluer. Bien qu'il soit plus simple de faire du copier-coller ou de rédiger de nombreux documents pour donner l'illusion de contrôler nos activités, force est de constater que ces différentes pratiques n'ont mené qu'à un seul résultat, une inflation de réglementation et toujours autant de défaillances. Auditeurs et contrôleurs internes, risk managers, compliance officers et autres fonctions amenées à contrôler l'efficacité des mesures de maîtrise de vos organisations, n'oubliez pas d'évaluer les soft controls et de les intégrer comme les éléments de maîtrise des risques dans vos cartographies. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.